Chers collègues, merci de m'accueillir dans votre réunion de rentrée. J'espère que vos vacances ont été réparatrices. Et je voudrais vous entretenir des deux priorités qui nous paraissent essentielles pour cette rentrée. D'une part, celle qui concerne la sécurité, d'autre part, celle qui concerne la sécurisation par la qualité de notre projet éducatif. La sécurité. Le risque, nous le connaissons depuis longtemps, le risque de la guerre qui a affecté un certain nombre de nos établissements dans le monde, en Syrie, en Libye, au Yémen, et qui continue de nous préoccuper au Proche-Orient, dans une situation tendue. C'est aussi celui de la crise financière et économique que nous avons réussi, grâce au travail de nos chefs d'établissement, à surmonter. Je pense notamment en Espagne. Je les en remercie. L'effet réseau a réussi. Nos écoles d'entreprise, elles ont vécu une année difficile. Confrontés à la rétraction de l'activité des grands groupes français, nous avons dû fermer 5 écoles, 26 postes, dans une réactivité immédiate comme il convient, car le choc a été brutal. Je remercie nos directeurs et nos professeurs des écoles d'entreprise. Leur métier est singulier, il est exigeant, il est aussi précaire, et ils l'assument. Dans la mission que nous leur confions, le sens de la diplomatie économique et la mission de recherche de nouvelles implantations est complémentaire des compétences pédagogiques qu'ils doivent développer. Et nous leur demandons de rechercher, car le monde a changé, un nouveau modèle pour ces écoles d'entreprise, plus hybrides dans leurs implantations, plus hybrides dans leurs projets, plus hybrides aussi dans leur mode de fonctionnement, à la fois numérique, présentiel. C'est un beau défi, il est nécessaire. Et puis, nous apprenons tous à vivre avec le risque terroriste, comme s'il était toujours imminent. Des dispositions partout sont prises. Les situations les plus sensibles font l'objet d'analyses, d'audits, de dispositions précis, accompagnés par nos ambassades et par nos pays d'accueil. Nous vous demandons vraiment de connaître ces dispositions, de vous en informer, de les respecter avec le plus grand soin. Nous vous demandons de participer aux exercices ordinaires, mais aussi de confinement exigés par les plans de mise en sûreté des établissements, qui sont exigibles de tous les établissements de la mission laïque française, bien entendu, mais qui devraient préoccuper tous les établissements homologués en général. Nous vous demandons aussi de veiller, en coordination étroite avec vos équipes de direction, à une discipline indispensable pour maîtriser les risques. Je pense notamment à la circulation des personnes et des véhicules aux abords des établissements, souvent source de confusion, voire de désordre, qui sont exactement antinomiques de la prévention du risque. Les parents doivent le comprendre. Vous devez aider vos chefs d'établissement à leur faire comprendre et à le faire comprendre aux enfants. C'est l'intérêt de la communauté, il y va de la sécurité de chacune et de chacun. Prévenir le risque, tout cela suppose une cohésion de toute l'équipe d'encadrement, car la sécurité, vous le savez, a un secret, elle n'admet pas de maillons faibles. Elle exige que nous y soyons tous impliqués et nous vous remercions d'en faire votre première priorité. La seconde, c'est le projet pédagogique. Un message éducatif et culturel à portée mondiale, c'est cela que nous recherchons. C'est un défi. L'époque où le meilleur enseignement français à l'étranger était jaugé à son excellence par rapport à ce qui se passait en France n'est plus. Bien sûr, l'homologation des établissements, c'est-à-dire la meilleure valeur France, celle qui est la plus convoitée, nous en fait devoir. Mais elle évolue, elle aussi, pragmatiquement, lentement, de façon empirique. Elle intègre les évolutions qui rapprochent les systèmes scolaires, notamment ceux des pays de l'OCDE. Elle informe nos réformes, celle de l'école, cette année, celle du collège qui se met en place et que nous suivrons, je vous l'indique, très particulièrement grâce à une collègue référente au siège, au service pédagogique. La réforme du collège, ce sont des rythmes d'apprentissage adaptés à l'élève, ce sont des paliers d'acquisition et de vérification des compétences, des disciplines œuvrant ensemble de façon maîtrisée à des décloisonnements au service de nouvelles manières d'apprendre, d'ouvrir la pensée et de la structurer. Mais c'est aussi une scolarité qui équilibre la réussite, l'apprentissage de la vie en société, l'éveil de la sensibilité. Bien sûr, l'excellence, c'est aussi la réussite aux examens, avec une surveillance
des taux de succès et des mentions. Et vous le faites très bien. Et vous avez raison de le faire, car toute faiblesse serait immédiatement exploitée contre nous. Nous sommes fiers, nous, d'obtenir ces taux sans éviction des élèves en cours de scolarité dès lors qu'ils ont intégré nos établissements. Toutes ces conditions sont nécessaires à notre réussite. Pourtant, elles ne sont plus suffisantes. Et vous le savez bien. Mais la conviction n'est pas encore généralement établie sur l'horizon et le sens à donner aujourd'hui à notre mission pour l'enseignement français à l'étranger. Il y a plusieurs raisons à cela, ou plutôt 3 séries de réticences qui sont liées à la conception du métier tel que nous l'héritons du système public français. D'abord, la réticence à penser l'enseignement comme une obligation de résultat et non plus uniquement comme une obligation de moyens. Or, vous le savez, à l'étranger, les usagers et les parents sont d'autant plus enclins à nous confier les moyens nécessaires à cette mission que nous serons explicites et fiables sur les objectifs que nous voulons atteindre. Ensuite, une réticence à situer la finalité du métier d'enseignement dans une concurrence, comme si elle ne nous concernait pas. Et enfin, une réticence à penser le projet pédagogique en dialogue avec les parents, comme si on allait s'y brûler les doigts. Tout ça, on le comprend bien, nous le comprenons bien, et nous sommes autant que vous convaincus que le métier d'enseignement suppose, là comme ailleurs, une certaine marge de liberté, et surtout un respect de votre métier par ses usagers, qui ne le confondent certainement pas avec une activité marchande. Nous serons toujours à vos côtés pour le rappeler aux parents. C'est d'abord un métier de l'humain. Mais justement, faire l'impasse sur les 3 réalité que nous venons de décrire, ce serait une faute quasi suicidaire. Car, soyons clairs entre nous, les familles attendent des résultats. Vous le voyez, elles iront ailleurs. Beaucoup de nos établissements connaissent une concurrence de plus en plus vive, inutile de l'ignorer. Et enfin, nous sommes obligés de comprendre, de décrypter les attentes pour mieux affiner et défendre notre projet, sinon ces attentes auront au fait de se rappeler à nous. Voilà pourquoi je vous propose de rechercher le dénominateur commun qui fait qu'aujourd'hui, les familles étrangères ou françaises fréquentent nos établissements. Car la plupart des élèves sont nationaux. Or, que constatons-nous? Beaucoup n'ont pas la France comme seul horizon de départ après le bac. Et beaucoup des jeunes Français, vous le voyez bien dans vos propres familles, envisagent d'autres parcours que le parcours universitaire français pour leur propre réussite. Donc ce qui les réunit tous, c'est une nouvelle façon d'envisager le post-bac. Bien sûr, nous souhaitons qu'ils aillent tous en France pour leurs études supérieures. Telle n'est plus la règle. Les parcours sont variés, ils sont sinueux. En Grande-Bretagne, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, en Asie maintenant, dans l'Union européenne. Ou chez eux, mais pas toujours dans une université francophone ou à la française. Conclusion. Nos publics attendent de nous et de l'école française qu'elle les prépare en toute confiance à une mobilité internationale réussie. À l'étranger, nous le savons, cet objectif, ce n'est pas un peut-être. Il faut que nous dotions nos élèves de cette capacité. Alors nous avons travaillé ensemble depuis 3 ans, 4 ans, à trouver entre la compréhension du socle par nos publics et cette notion de mobilité internationale, ces dénominateurs communs autour de la capacité de communication, c'est-à-dire d'expression, l'apprentissage des règles de la vie en société qui a organisé notre dernier congrès, vous en aurez bientôt la synthèse, et enfin la construction de l'autonomie, élément essentiel pour affronter toutes les situations de formation professionnelle, dont je rappelle d'ailleurs qu'elle est couplée pour les parents désormais à une volonté d'équilibre personnel, de confiance en soi, de confiance dans les autres. Ce n'était pas jusqu'ici véritablement notre préoccupation première. J'observe que ce message passe. Il faut aller plus loin. Et il faut aller plus loin pour que nos établissements enrichissent leurs projets. D'ailleurs, sur ce point du projet, je vous rappelle qu'à l'étranger, il est tout sauf un exercice institutionnel. Vous en avez vraiment besoin dans votre dialogue avec les parents. C'est lui qui leur explique ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, avec quels moyens, avec quels objectifs et avec quelle évaluation. C'est le premier outil de travail, de communication et de confiance avec la communauté parentale. Alors vraiment, je vous le demande, il faut vous y investir, tous ensemble, et jouer collectif autour du projet d'établissement. À l'inverse, soyons clairs. Le projet est à prendre, il est à respecter ou il est à laisser par les parents.
C'est ainsi. Mais à l'inverse, s'il n'y a pas de projet ou un mauvais projet, ben, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de socle de confiance. Nous avons une communauté de professeurs éclatée, une communauté parentale émiettée qui perd confiance justement, et au total une école affaiblie, avec des enseignants mal dans leur peau. Je ne parle pas au hasard. Nous en avons eu un ou deux cas très graves cette année à traiter. Donc revenons au projet d'établissement. Il est encore plus qu'en France nécessaire, indispensable et opérationnel pour ce que nous avons à faire. Revenons à la mobilité internationale. Elle nous crée aujourd'hui 3 types d'exigences. Vous en connaissez 2. L'apprentissage des langues étrangères avec et par la langue française, pivot des apprentissages. Je le répète parce que c'est véritablement une question de survie de la langue, de notre culture à l'étranger. Car le monde évolue et dans bien des pays, le paysage change. Nous avons bien sûr quelques outils, par exemple les classes 3 langues dès la maternelle, qui sont véritablement une expérience innovante et réussie. Et nous devrons aller plus loin, quoique ce dispositif soit coûteux en énergie, en intelligence et en moyens. Mais on voit bien que c'est l'avenir. D'autres initiatives en complément doivent être prises ou renforcées quand elles ont déjà été prises. Je pense notamment à la mobilité scolaire des élèves pour des apprentissages linguistiques et culturels approfondis, en gardant comme base leur établissement d'origine. Deuxièmement, l'apprentissage de l'autonomie. Inutile d'être trop long sur ce sujet, mais au-delà de la réussite à l'examen, premier horizon, nous devons bien entendu stimuler chez eux la curiosité, le goût d'apprendre, l'exigence du jugement, donc apprendre à penser, à débattre, et puis le sentiment, le besoin de construire une sensibilité, donc l'apprentissage du discernement. Les exercices scolaires, vous le voyez bien, n'y suffisent pas, et d'ailleurs, nos établissements, grâce à vous, fourmillent de bons exemples et de pratiques culturelles et périéducatives extrêmement enrichissantes pour les élèves. Et vraiment, je voudrais, au nom de toute notre organisation, vous en remercier. Mais il faut aller plus loin. Encore, et nous avons ajouté depuis quelques années l'usage d'un numérique citoyen et intelligent dont vous vous êtes emparés, et là aussi nous vous en remercions. Cette triple finalité, l'expression, la citoyenneté, l'autonomie, c'est véritablement le profil de l'élève préparé à cette mobilité internationale dès sa vie scolaire. Enfin, nouvelle frontière, nouvel horizon, la préparation de la vie post-bac. Vous vous rendez compte que pour tous les parents, c'est devenu véritablement une hantise, voire chez certains une angoisse. Et ils ont besoin que l'établissement et tous les professeurs encadrent les enfants qui ne peuvent pas être uniquement cantonnés à un dialogue avec Internet pour préparer leur projet personnel. Alors hier, déjà, l'apprentissage de ce projet, enfin la confection de ce projet personnel pour aller en France supposait une bonne connaissance des universités françaises. Aujourd'hui, c'est le paysage du supérieur international qui doit être intégré par nos établissements, puisque beaucoup de nos élèves vont aller, comme nous le disions, en Amérique du Nord, peut-être en Asie, dans l'Union européenne. Il nous faut désormais, en réseau, construire de véritables outils de communication et d'information des élèves qui permettent de construire ce projet personnel. Les parents l'attendent de façon rapide, ces cellules, nous allons les construire dans nos plus gros réseaux. Enfin, pour atteindre ces objectifs, il y a 2 leviers sur lesquels nous travaillons. Le premier, évidemment, dans un contexte de pénurie de ressources humaines, c'est l'invention de modes globaux de recrutement, de formation et de certification de personnels nationaux. De telle sorte que nous puissions, devant les élèves, mettre des personnels bien recrutés, bien formés, et qui aient un avenir dans l'enseignement français à l'étranger. Nous aurons besoin de vous tous, car évidemment, la mise en condition professionnelle sur le tas exige une solidarité entre les professeurs. Mais déjà, cet été, une première université d'été, pour le premier degré et le second degré, a été organisée à Rabat, notre demande, avec l'ESPE de Lyon, et j'en remercie nos collègues de l'OSUI, car c'est une véritable première pierre d'un centre de formation qui va très vite se préfigurer. Nous allons faire la même chose
au Liban. Cela commence aussi en Amérique du Nord, grâce à nos conseillers pédagogiques, avec des formations virtuelles et en présence, qui ont là leur originalité compte tenu de l'espace nord-américain. Mais c'est véritablement une urgence. Le second objectif que nous nous fixons, ou plus exactement le second levier de progrès, c'est une capacité pronostique sur l'avenir de nos établissements dans leur environnement local, avec des études démographiques, économiques, sociétales, qui permettent de décrypter nos atouts et nos faiblesses. Nous l'avons entrepris en Espagne, nous le faisons au Maroc, nous le faisons au Liban. Vous serez informés du résultat de ces études qui devront évidemment être intégrées au projet de l'établissement. Voilà, ce monde, vous le savez, il est devenu d'une incroyable volatilité. C'est pas à peine de s'en plaindre ou de dramatiser. La réalité est que notre avenir à l'étranger, l'avenir de l'enseignement français dépend de notre capacité à prévoir, à prévenir et à déjouer le risque. Le risque qui pourrait menacer nos communautés scolaires, le risque qui pourrait menacer notre projet scolaire si nous n'y prenions garde. Il suffit d'en être conscient pour aller de l'avant. Vous êtes tous conscients que notre enseignement a beaucoup à transmettre et à partager avec les sociétés dans lesquelles vous travaillez. Sinon, nous ne serions pas là à préparer ensemble cette nouvelle rentrée pour laquelle je vous souhaite bon courage. Merci.